profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Entre les bruits parasites. Le voilà, entre les parasites, enfin, les bruits parasites. Au début, il était faible, enfoui dans le sifflement, mais après l'avoir entendu, après avoir su qu'il était là, il devient si fort qu'on a envie de se boucher les oreilles et de crier. Je peux vous faire entendre les mots, mais c'est tout. Nous n'avons jamais réussi à trouver la signification, la romanisation. Ça ressemble à ça. Ip soc, koyal preg, iatou desvagotet. Il y a des images dans la neige, des images au-delà du visage biseauté et des yeux vides qui voient dans des dimensions dont nos scientifiques ne peuvent que rêver. Dans la statique, j'ai vu à travers l'univers. Des silhouettes filiformes sans tête apparente, avec des bras qui s'inclinent et atteignent presque leurs pieds pointus. Des tempêtes de diamants qui arrachent la peau d'horribles créatures charognardes dans un désert d'un blanc pur. J'ai vu d'anciens collègues de la montagne. Je me demande s'ils ont été pris ou donnés. Mull et Eggers mourant lentement asphyxiés dans l'air raréfié d'une planète étrangère blanche et violette. Beaucoup d'expériences. June, Bledsoe, Schwartz, Kendall, Ronnie, d'autres. Vivisection, bien sûr, des heures durant. Pas d'anesthésie. Mais ils ne meurent pas et ne s'évanouissent pas. La mort, c'est pour plus tard. La mort, c'est pour des tests d'armes biologiques utilisant des maladies que nous n'aurions pas dû craindre de rencontrer pendant des siècles. Kendall a été déchiré par la moisissure. Il a suffi de quelques spores en suspension dans l'air pour qu'en quelques jours, la moisissure se développe partout. La peau s'est gonflée. Les yeux se sont creusés. Il ne pouvait plus fermer la bouche parce que la moisissure poussait sur sa langue. Puis, il a éclaté. Il s'est transformé en une colline sanglante de champignons profondément cannelés. Gaz, gravité artificielle, test d'abrasion, opération du cerveau, amputation, greffe d'organes avec d'étranges créatures comme donneurs, des trucs de l'unité 731. Des heures d'expérience dans l'obscurité, des heures en minutes. Ils ont cette façon de plier l'information. Comme une note pliée en un carré serré, mais dont on peut encore lire chaque centimètre. Ils apportent les parasites avec eux. La radio et la télévision. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font exprès. C'est un stimulus. J'entends le sifflement et je commence à pleurer. Au début, je verrouillais la maison. J'achetais tous les types de serrures, de boulons et de chaînes possibles. Je les mettais aux fenêtres et aux portes. Quelquefois, j'ai tout barricadé. J'ai utilisé mes meubles pour barricader tous les points d'entrée. C'est inutile. Leurs doigts passent à travers. Ils s'aplatissent, s'étirent et se glissent dans les fissures. Des vers longs et fins qui s'enroulent autour de ce qui les empêche d'entrer. Parfois, ils m'obligent à regarder. Parfois, ma cabine se remplit d'une lumière brûlante. Quand elle s'éteint, j'ai perdu le temps, la notion du temps, l'idée du temps, et ils sont là. Ils m'observent. J'ai fini par m'arrêter. Plus de cadenas, plus de barricades. Je m'assois et j'attends. Mais pas ce soir. Ce soir, je les fais travailler pour ça. Lorsque les statiques hurlent et que la voix se fait entendre, je ne réfléchis pas. Je cours jusqu'à la porte et je me glisse à l'extérieur. J'essuie enfin les larmes de mes yeux et je lève la tête. Mon Dieu, ils sont si nombreux. Ils n'ont pas l'air de pouvoir voler. Ils ont tous des angles bizarres et une conception contre-intuitive. Dans l'espace, ça n'a pas d'importance, je suppose. Mais ici, ils devraient tomber du ciel. Dans la montagne, nous pouvions utiliser la technologie interne, mais le design était trop radical. Les gens se méfieraient, les choses changeraient.
Complètement silencieux, il plane, à peine visible dans la pénombre. Je me dirige vers les bois. Ils sont là depuis longtemps. Nous avons obtenu certaines choses d'eux. La technologie surtout, évidemment, mais c'est comme des perles pour Manhattan. Nous l'avons toujours su. Nous avons toujours su que nous n'étions pas aux commandes. Nous avons toujours su comment cela se terminerait. Vous avez vu les choses qu'ils peuvent faire, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ils peuvent raser des bâtiments comme s'ils étaient en balsa. Ils se glissent entre, je ne sais pas comment appeler cela, des dimensions, des réalités. Ils y vont et déchirent le plus petit morceau et de notre côté tout s'écroule. Ils peuvent le faire sur des villes entières. Le 9 août 1945, ce n'était pas une bombe atomique, c'était un simple mimétisme. Les dernières lueurs du crépuscule ont presque disparu. Je n'ai pas pris de lampe de poche. Je pensais qu'elle attirait trop l'attention sur moi. Maintenant, je trottine à peine, tâtonnant devant moi d'une main et gardant l'autre sur le tronc d'arbre le plus proche. C'est stupide. Ils vont m'attraper. Je ne fais qu'attendre. Ils m'ont trouvé ici après que j'ai quitté la montagne, de l'autre côté du pays, au milieu de nulle part. C'était un message. Je ne dirai rien à personne. Mais ça n'a pas eu d'importance. Je me retourne et j'observe la lisière de la forêt. Mon cœur bat si fort qu'on pourrait sans doute me trouver en suivant ses battements. Un grand pilier de lumière bleue s'allume à l'endroit où se trouve ma cabane. Elle se déplace si lentement qu'il me faut un moment pour réaliser qu'elle s'est approchée. Je me tourne et je cours. Il s'écrase et s'agite, donne des coups de pied dans les feuilles et fait cliquer les branches. Il n'y a nulle part où aller. Mon pied tombe dans un trou. La panique du lapin fou m'envahit et tourne la jambe pour voir quel genre de piège, venu d'au-delà des étoiles, je suis pris. Ce n'est qu'un putain de trou fait par un animal stupide, et la douleur me monte au mollet. Je retire avec précaution ma cheville tordue du trou et j'avance en boitant. Il est temps d'abandonner. Quelle idée stupide. Je pourrais me frayer un chemin dans l'obscurité, essayer de me couvrir de feuilles, mais ce n'est qu'un divertissement pour eux. Une note amusante dans leur catalogue de comportements humains. Je m'adosse à un arbre et j'observe la lumière. Lorsque la lumière les frappe, les troncs d'arbres se courbent vers l'extérieur comme s'ils étaient élastiques. Ils sont plus grands que ce que nous pouvons voir. Ils existent dans toutes les directions. Plus près. Je peux presque distinguer la silhouette à l'intérieur de la lumière. Je crois que je pleure, mais mes sens s'affolent en sa présence. C'est la seule chose dont je suis vraiment conscient. Plus près encore. Je peux voir le contour de l'épaisse tête en forme de V qui s'avance d'un demi-pied en arrière dans ses bubons graisseux ressemblant à des tumeurs. Au sommet de chaque inclinaison se trouvent des yeux charnus. De larges échancrures et de longs sourcils retiennent de petits lacs d'une fine membrane. Sous la peau, il y a un œil semblable au nôtre. Je le sais, j'ai fait des autopsies, mais ils n'en ont plus besoin, donc ils les cachent. Ils me parlent, ils roucoulent des mots superposés, chantés, remplis d'images, d'odeurs et de sons. Destruction, chair carbonisée, bébé qui pleure, statique assourdissante, holocauste rapide et lent. Certains meurent dans les flammes, dans les tremblements de la réalité, dans les maladies moléculaires, tandis que d'autres meurent dans des camps, des fermes, des zoos et des laboratoires. Il y a des trous dans le ciel. En sorte, des anges exterminateurs, serviteurs d'un seigneur lointain et inconcevable. Personne ne fait rien. Personne n'essaie de les arrêter. C'est au-dessus de moi. Je crois entendre mes sanglots par-dessus les mots. Il lève sa main à 6 doigts et les doigts glissent vers l'avant. 2 d'entre eux, vaguement chauds de vie, glissent sur mon visage le long de mes joues. Ils s'aplatissent et passent lentement sur ma paupière, sous la boule et reviennent, s'enroulent autour du nerf optique. 2 autres remontent dans chaque narine. Les doigts se divisent, envoyant des affluents dans mes sinus et dans mes poumons. Ils s'atomisent,
traverse les membranes et les parois cellulaires pour atteindre mon système nerveux et mon cerveau. Je suis absorbé, traduit en quelque chose d'intangible qu'ils peuvent envoyer dans l'air jusqu'au vaisseau d'en haut. Ils ne sont pas obligés de le faire. Il y a d'autres moyens. Je me réveille sur le sol de la pièce blanche. J'ai espéré que ce ne serait pas comme ça. J'ai prié. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ces derniers mois, ça l'a été la plupart du temps. Il y a Ronnie Statler, bercée dans sa chaise, faite d'une sorte de satin caoutchouteux. Elle était l'une des rares femmes de la montagne. Pas jolie, mais assez jolie. Et drôle surtout. Si nous avions été ensemble avant, j'aurais été un homme chanceux. Mais ils m'ont déjà mis la combinaison. Comme une seconde peau, elle garde toutes mes scames et mes huiles à l'intérieur. Vous ne sauriez pas que je la porte si je ne vous touchais pas, et que vous ne sentiez pas le fin derme de plastique. Je me lève. La combinaison se resserre et se desserre au fur et à mesure de mes mouvements. Je me suis habitué à elle autant que possible. Des visions d'elle remontent encore à mon cerveau et je dois les repousser de toutes les façons possibles. Mais quand je suis avec elle, je peux y faire face. Je touche doucement son bras. Des sons étouffés de grognements et de succions proviennent de l'intérieur d'elle. La rangée supérieure de dents à l'arrière de son crâne se bouscule un peu et la langue, qui pend sous la rangée inférieure, se tortille contre la base du crâne. Elle essaie de tourner vers moi, ses yeux inutiles et cachés. « C'est juste moi, Ronnie !» Elle lève une main tremblante et je la prends doucement. Je pense que cela lui fait mal, même avec cette main molle. Je veux qu'il me ramène bientôt, mais je veux qu'il me laisse rester ici avec eux pour toujours. Je regarde son sang couler. Il est parfait, sans goutte ni suintement. Il coule le long de ses veines jusqu'à son cœur, épais de muscles rouges nichés entre ses poumons, se balançant doucement à chaque pompage. Mes yeux tracent les veines et les artères qui font de son corps exposé une carte routière. Le bruit biologique silencieux de ses organes et sa respiration étranglée sont les seuls sons dans la cellule blanche. Je ne comprends toujours pas comment elle respire. Je m'assois par terre, près de sa jambe, et avec le plus grand soin, je pose ma joue sur le tissu pâle et le muscle de sa cuisse. Dans un mouvement de balbutiement, mes yeux se fixent enfin sur la sphère jaune pâle empilée sur son ventre. Dans la mer de liqueur amnière, sur la toile de fond violette du placenta, mes yeux se fixent sur les yeux noirs de notre fille fœtale. Ronnie le sait-elle au moins? Ils l'ont retournée juste après la fécondation. Elle a dû comprendre pourquoi ils nous forçaient à être ensemble. Ce serait facile de l'atteindre, rompre l'eau, prendre son petit corps informe dans mes mains et la jeter contre le mur, la broyer sous mon talon, la déchirer en deux. Tout aussi facilement, je pourrais saisir le cœur de Ronnie et le rendre inutile. Encore plus facilement, quand je rentrerai chez moi, je pourrais me trancher la gorge, me faire un trou dans le cerveau ou me pendre à l'arbre le plus haut. Mais je ne le fais pas. J'aime Ronnie, même si au début elle a pleuré, s'est débattue et m'a regardé avec tant de haine. Au bout d'un moment, elle s'est adoucie. Ou peut-être que toute cette épreuve lui a fait perdre toute son attention. Et j'aime notre fille. Je l'aime, même si un large sillon traverse le centre de sa tête et qu'il devient de plus en plus profond et étroit. Je ne sais pas combien de temps ils m'ont laissé rester, mais ce n'est pas assez long. Je me réveille dans ma cabine, dégoûté et effrayé. Ici, tout est différent. Ici, le pire est encore à venir. Il arrive si vite qu'on pourrait croire qu'il a déjà eu lieu. Ce qu'il me montre en statique, avec tous ces parasites, me fait plus peur que tous mes collègues torturés. Quand je regarde bien entre les points noirs et blancs, au-delà du visage en forme de V, au-delà des expériences, je vois la Terre. Je vois toutes les télévisions et les radios qui émettent des parasites comme une sirène de raid aérien. 1 milliard de pères maudissant et zappant sur les chaînes de neige.
C'est le seul avertissement qu'ils reçoivent, et c'est pour bientôt.